Les autres capacités de ce type d'attaque qu'on a pu voir aussi, quand on parle plutôt du public, sont des attaques de vol d'information. Vol d'information, je dirais, mixé aussi à une capacité de déstabilisation. J'avais donné ici quelques exemples comme Aurora, qui est la grande affaire qui a eu lieu entre la Chine et Google. Mais je vais citer une autre affaire qui est un peu plus contemporaine, qui a eu lieu cet été en Arabie Saoudite à travers l'entreprise qui s'appelle BP Aramco. Peu de gens connaissent l'entreprise BP Aramco de nom. C'est le premier exportateur mondial de pétrole qui a été attaqué pendant l'été, juste à la fin du Ramadan, avec une attaque en 2 phases. Première phase, espionnage, exfiltration de données informatiques, déployée sur plusieurs dizaines de milliers de machines, avec un premier intérêt qui était la manière dont ça a été effectué. Et là, on peut faire aussi un parallèle avec Firewall. Le maillon faible utilisé a été l'être humain. On a utilisé ce qu'on appelle couramment l'ingénierie sociale, ou le social engineering pour les Américains, avec cette capacité d'aller utiliser un élément humain pour venir attaquer la chaîne informatique. Ce qui a été dans la deuxième phase, suite à l'exfiltration, et ce qui est vraiment important et qui donne, je dirais, la frontière avec l'attaque systémique, c'est que derrière cette exfiltration de données, dans la nuit du 15 au 16 août 2012, donc on est vraiment, je dirais, en plein dedans, 30 000 machines chez BP Aramco partout dans le monde se sont autodétruites. Alors, pas autodétruite au sens, je dirais, boom, et vous savez tout à fait, mais autodétruite au sens disque dur, destruction des données, destruction des traces. BP Aramco a fait appel à un certain nombre d'experts, chez Microsoft, chez McAfee, chez d'autres acteurs, et il a fallu 3 semaines et demie pour remettre en production l'ensemble des machines sur le territoire. Donc on est vraiment sur une déstabilisation économique d'État qui a d'ailleurs, si vous regardez un petit peu dans la presse, poussé l'émir d'Arabie Saoudite à monter un colloque spécifique lors de la première semaine de septembre et à inviter des experts internationaux comme McAfee à expliquer quelles étaient les méthodes à mettre en place, non pas pour éviter que ça se produise, puisque celui qui vous dit qu'il va être protégé à 100% ne connaît pas la réalité, mais comment être capable d'anticiper, de réglementer, et surtout de créer des silos et des quarantaines pour éviter la contagion. On était vraiment dans ce domaine-là. Ce qui sera ma dernière partie de présentation sur un modèle de maturité de la sécurité informatique découpé en plusieurs axes. Vous pouvez voir ici la courbe que nous avons essayé de schématiser en termes de mise en place de la posture de sécurité d'une entreprise ou d'un État, avec 5 étapes principales qui vont de l'étape A à l'étape E ici, et que je vais essayer juste d'anticiper quelque peu sans rentrer vraiment dans le détail. L'étape A de la sécurité informatique, telle qu'on l'a vu et telle qu'on le voit aujourd'hui, c'est plutôt l'état des PME, des TPE plutôt que des PME, qui est une capacité de protection réactive et manuelle basée sur l'instinct. L'instinct a toujours de l'intérêt, on a toujours besoin d'avoir, comme j'entendais tout à l'heure, le nez creux et d'être capable de se dire « j'ai quelque chose à faire », mais face à ce qui est en face de nous, ça ne suffit pas. On est obligé d'évoluer et de monter son niveau de sécurité d'une manière un peu plus professionnalisée. Ce qu'on a vu et ce qu'on voit énormément aujourd'hui, c'est une sécurisation basée sur les outils. Juste pour vous donner une petite idée, dans le monde informatique dans lequel je travaille depuis maintenant une petite quinzaine d'années, on ne dirait pas, je suis un peu plus jeune, on voit que dans ce monde informatique aujourd'hui, on a, ne serait-ce que pour la sécurité informatique, plus de 150 acteurs capables de délivrer de la sécurité informatique. La vraie problématique, c'est qu'on est sur une course à l'armement où à chaque problème, on va trouver une solution, ou en tout cas, on va essayer de trouver une solution, mais ce n'est pas une technologie ou une technique qui est viable, et notamment sous l'effet de la pression économique actuelle, sur laquelle l'empilement de solutions de sécurité sans aucune harmonisation n'a pas d'intérêt car elle coûte cher, elle ne protège pas pour autant beaucoup mieux. L'apanage, et en tout cas l'intégration intéressante, est d'arriver à un niveau qui normalement est plutôt l'objectif qu'on donne aujourd'hui aux organismes privés, qui est un niveau de sécurité intégré. Être capable de faire communiquer entre eux les technologies ou entre elles les technologies de sécurité pour devenir pertinent dans l'analyse qu'on va en faire. On est dans le guidage ou dans la guidance, dans la gouvernance plutôt des entreprises privées. Lorsqu'on parle d'un État ou d'un OIV, alors j'ai préféré le préciser, pourquoi? Parce que j'en parlais tout à l'heure en France, un certain nombre de corps privés ne sont pas directement reliés à l'État, mais doivent l'être d'un point de vue sécuritaire. Je parle des transports, du nucléaire, de l'eau potable,
et j'en passe. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, on a une vision des critical infrastructures qui, elle, fait partie directement de l'État fédéral et de la protection de l'État. Et il y a beaucoup d'investissements qui sont faits au niveau américain sur cette communication privée-publique pour protéger les intérêts de l'État et les intérêts du pays.